mais je vous dis que la première ministre connaît mieux et elle a la connaissance sur les articles de la Constitution. C'est la vitesse du langage, tout simplement. Tout simplement. Mais en tant qu'humain, voyez-vous. Bon, en tout cas, moi j'ai toujours regretté dans notre pays, si, entre tout le monde se trompe. Mais tout le monde se trompe. Peut-être il y a des balbutiations de langage, etc. Ce n'est pas à dire que elle n'était pas ignorante des articles constitutionnels. Elle n'était pas ignorante, il n'était pas ignorante sur les dispositions constitutionnelles. Peut-être c'est la vitesse de son langage, tout simplement. Donc, parce que chacun, en tant qu'humain, ça arrive montrer ce que ça, ce n'est pas un débat, C'est-à-dire que la première ministre du gouvernement, c'est-à-dire, elle maîtrise bien toutes les bonnes dispositions. Ce n'est pas qu'elle est ignorante. Mais elle, oui, non, mais je vous dis la vérité. Mais comment? Mais elle est congolaise, non? Elle est congolaise, surtout, elle est de l'UDPS. Parce que l'UDPS qui n'avait pas voulu donner sa foi par rapport à ce qui a été fomenté par les étrangers, etc. Alors, non, mais dans ce que vous appelez la Constitution, vous allez trouver qu'il y a plus de 48 quelques articles à chambouler. Est-ce que là, c'est une Constitution? Non, ce n'est pas une Constitution. Là, c'est quelque chose qui n'est pas à nos réalités. Alors, nous devons changer par rapport à cela. Alors, ça veut dire qu'il a des dispositions. D'ailleurs, même s'il faut entrer en profondeur par rapport à ça, disons des choses telles que sont. Toute constitution est une œuvre humaine. La constitution n'est pas un dogme. La constitution n'est pas la parole de l'évangile. Donc, la constitution est révisable et révisée. La constitution est changeable et changeable. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, alléluia, amen, comme la Bible. Non, ici, ça se fait ou ça ne se fait pas, ça fait. D'ailleurs, il faut féliciter le président Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est le 5e président de cette République démocratique du Congo. Mais depuis qu'il est là, 6 ans plus tard, c'est là maintenant qu'il a voulu initier, selon l'article 218, qui lui a donné les prérogatives d'initier par référendum, par quoi que ce soit. Et puis on va de là. Non. Ça a été qualifié une malédiction. Alors, lorsque vous trouvez une constitution qui ne répond pas aux besoins du souverain primaire, qui n'est pas taillée sur des questions réelles et des réalités de ce peuple-là, il ne faut pas surnommer cette constitution-là que c'est une constitution d'une bénédiction. C'est de la malédiction pure et simple. C'est une malédiction parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, peut-être vous ne le sentez pas, mais les Congolais, les communs de mortels sont en train de sentir cela. Vous savez, nous sommes à plus de 2 décennies. Notre parti de la République Est du pays mais fait toujours l'objet de tout ce que vous connaissez. Et vous savez qu'il y a d'autres lois, des articles qui sont... Non, mais oui, parce que lorsque vous prenez la disposition de l'article 217, mais notre souveraineté a été hypothéquée, et comme vous le savez. Et d'ailleurs, il y a l'article 51. Dès lors que vous allez lire par là, vous allez voir, on a parlé sur la minorité d'une tribu quelque part qui doit être protégée. Mais est-ce que nous, en République démocratique du Congo, avons-nous une minorité d'une tribu quelque part qui doit être protégée, contrairement aux autres? Mais ça veut dire que tout a été hypothéqué. Mais lorsque vous lisez cet article-là, on vous dit que la République démocratique du Congo peut abandonner. C'est ça qui s'est passé à l'Est? Attendez, j'en arrive. Peut abandonner une partie de sa souveraineté à des compromis internationaux ou régionaux quant à ça. Prenons d'abord ça. Alors, lorsque vous prenez l'accord de l'Émirat, qui a fait que notre parti Est de la République soit l'objet de massacres, des assassinats, des pillages illicites. Donc les sangs des Congolais continuent. Mais vous allez trouver que dans la Constitution de 1967, il a été stipulé mieux que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Non pas à hypothéquer par rapport à de certaines combinaisons politico-internationales, non. Maintenant, vous prenez l'accord de l'Émirat qu'on nous a amené par l'AFDEL. Dès que l'AFDEL arrive, avant le 17 mai 1997, on dit que la terre qui était prévue que
appartiennent à l'État, sur l'autorité de l'État. On dit non, maintenant cette terre-là et le sous-sol appartiennent à l'Alliance, c'est-à-dire à l'AFDEL. Lorsque vous prenez l'AFDEL, c'est un conglomérat de Rwandais, des Ougandais, de tous qui ont accompagné Kabila pour conquérir nos territoires. Vous savez bien cette histoire de Minembwe. Vous savez bien cette histoire de Banyamulenge. Vous savez tout ce qui se passe à l'Est là-bas. Hein? Non mais attendez, parce que là, il ne faut pas confondre les choses dans le contexte, très cher frère. Alors, ça veut dire que, donc vous allez voir que tout ce qui se passe là, c'est parce qu'il y a un pays qui veut envahir notre pays, qui veut récupérer nos terres, qui veut tout cela. Mais c'est tout ça, c'est ça qui entre même dans cet article de 217. Mais je ne vois pas moi les honneurs là de la manière dont Kamer l'a dit. Donc, vous n'avez pas vu les images? Vous n'avez pas vu les images? Non, mais juste après, je non, mais d'ailleurs, moi-même qui vous parle. Donc, dès que je descends quelque part, et on me voit que je suis accompagné avec mon garde du corps. Mais que ça soit policier, que ce soit qui est là-bas, mais doit me donner la salutation. La salutation en armée, on le fait comment? De par la main. Est-ce que lui, Kamer, ignore que nous avons des négociations à Luanda pour que nous puissions privilégier la paix de notre pays? Est-ce que vous savez que Kamer est-ce que pendant l'état que nous sommes entrés, du pays. Mais la deuxième personnalité il est le numéro 1 de l'Assemblée nationale, nous avons l'histoire et le parcours. Donc on suppose qu'il détient les informations mieux que vous et moi. Je vous dis que l'information, tous, d'ailleurs moi qui est en face de vous, si je peux vous dire aussi l'information que j'ai, parce que je prends aussi part. Mais ça fait pas à la hauteur ou encore Trump de Kamer. Je vous dis, très cher Gelor, nous sommes dans une négociation à Luanda avec les pays. Parce que d'ailleurs, nous avons tenu le flambeau. Nous avons dit que nous ne parlerons jamais avec les civiques de M23. C'est seulement la personne dont la communauté internationale est derrière M. Kagame. Et ça qu'on a vu, c'est ça que nous faisons. Bon, alors maintenant, s'ils viennent dans les cadres là, parce que les cadres qui étaient prévus à l'Est, dont vous avez vu les ministres des Affaires étrangères venir, c'est dans les cadres de vérification pour identifier. Mais je vous dis, qui est du Rwanda, qui ne l'est pas, qui sont les armes qui entrent et qui sont les armes qui sortent. C'est dans ces cadres, c'est dans le processus du Rwanda, mon très cher Gelor. Rwanda, par exemple. Rwanda. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pays ennemi? Est-ce qu'on peut dire que c'est un pays agresseur? Si non. Oui, quelle attitude nous avons vis-à-vis du Rwanda? Non. Les ennemis de la RDC, des peuples congolais, c'est le régime Kagame, ce n'est pas les Rwandais. Ça, nous devons vraiment dissiper cette histoire de mais celui-là, celui qui était venu là, c'est les ministres de Kagame, non? Non, mais c'est ça que j'ai dit. Mais mon très cher, oui. Mais nous sommes où? Mais nous sommes dans une négociation, non? On négocie en présence du médiateur choisi, reconnu, dont l'ONU a donné mandat, qui est Jean Laurent, ce président angolais, avec son ministre des Affaires étrangères, qui est en train de piloter cette démarche. Mais vous voulez-vous que nous puissions en faire quoi? Alors si demain, vous voyez aussi notre ministre des Affaires étrangères au Rwanda, alors vous allez dire quoi? On n'a pas besoin d'aller là-bas. Vu la température, vu la situation, on n'a pas besoin d'aller là-bas. Quand on négocie, quand on vérifie effectivement pour savoir qui est du Rwanda et qui ne l'est pas, quelle arme qui vient de Rwanda et qui ne vient pas. Quand les chefs de l'État pendant le processus, mon très cher, je vous dis, il y a ces démarches-là qui sont en train de s'effectuer. C'est clair et net. Quand les chefs de l'État avaient dit... Kabou a dit que ce qui se passe à l'UDPS, c'est Kagame. Effectivement, mais regardez, l'autre fois là, en 2016, très cher Gelor, nous sommes les martyrs de l'alternance. Dès que l'IDP s'est levé pour dire que M. Kabila, tu ne peux pas encore avoir 4 ans à la tête de ce pays. Vous savez ce qui a tiré à lance-roquette à notre siège? Mais c'était les Rwandais. Ah bon? Mais oui, c'était les Rwandais, l'M23. Ce sont eux qui créent des désordres. Mais je vous dis qu'il en veut à tout prix pour fragiliser l'IDPS, comme ils savent que c'est le dernier ressort du président de la République. Alors il fallait voir qui sont des faibles d'esprit, afin que nous puissions comment bouillonner cette histoire et que les messieurs puissent perdre les pédales. Oh, ils se sont trompés l'adversaire et l'État. Et voilà pourquoi Kabouya, en tant que le secrétaire général du parti, il est dans l'obligation d'alerter tout le monde. Le secrétaire général, c'est lui ou c'est Déo Bizimo? Donc le désordre là, c'est Kagame qui est derrière ça. Moi, je vous dis que dans notre parti UDPS,
Bon début de week-end à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press et bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Nous avons le plaisir de recevoir le tout premier invité qui, à son tour, représente le régime. Il représente le pouvoir en place. Il est de l'Union sacrée, comme j'ai dit il y a peu, en la personne de M. Edouard Kabouaï, un homme de Dieu. Eh bien, avec lui, nous allons aborder les questions d'actualité et nous attendons l'arrivée de Patrick Sahel, qui sans doute va se joindre à nous dans la minute suivante parce qu'il nous fera savoir qu'il serait coincé par les embouteillages, donc il va être des nôtres tantôt. Alors, comme j'ai dit il y a peu, cette question continue à faire couler encre et salive en rapport avec la Constitution, révision ou changement. Il y a des camps ou des blocs politiques qui pensent qu'il n'y a pas lieu, pas plus tard qu'hier, cette nouvelle structure qu'on appelle le sursaut de la nation avait initié un sit-in, question de sensibiliser la population, de ne pas admettre, de ne pas accepter qu'il y ait changement ou révision de la Constitution. Après interpellation d'Elie Sanga et Tokaoulou, je crois, eh bien, la police avait relaxé ces derniers qui étaient interpellés. À en croire le ministre de l'Intérieur, eh bien, les autorités du pays n'étaient pas saisies ou encore informées par rapport à la manifestation. Nous allons vous en dire plus. Alors, déjà, le tout premier invité, vous l'avez aperçu, comme j'ai dit il y a peu, il s'agit de M. Edouard Kabouaï, de l'Union sacrée, à qui j'ai dit bonjour et bon début de week-end à vous. Merci bien, mon très cher Gano. Le plaisir est toujours de la note, les notes plutôt, j'allais dire, pourquoi? Parce que dès que nous avons l'opportunité de parler au peuple, ça, en tout cas, ça nous fait du bien. Pourquoi? Parce que le peuple a besoin de lui mettre parfum sur la vie politique, sur les avancées, sur les questions brillantes du moment. Je crois que c'est temps que nous aurons vraiment un bon moment de balader tout ce qui est la situation politique du pays. Merci d'être venu et surtout merci pour cette marque de considération. Chaque fois que vous lancez une invitation, vous disposez pour nous, nous en sommes reconnaissants et encore merci. Alors déjà, on va parler nation, changement ou révision de la Constitution. Jusqu'ici, en tout cas, la position de l'Union sacrée semble être un peu floue par rapport à la question. Est-ce que l'Union sacrée exige les changements ou la révision? Nous parlerons également de la dernière sortie médiatique de Mme Souminois, Première ministre, qui a confondu, à mon avis, l'article 89 à l'article 218. Ça fait jaser, ça fait étonner comment le numéro 1 du gouvernement n'arrive pas à maîtriser les articles de la Constitution. Mais du coup, à l'entrée de jeu, vous représentez sur ces plateaux Union sacrée, comme j'ai fait dit au départ. Qu'est-ce que vous voulez, vous, Union sacrée? Est-ce la révision ou le changement de la Constitution? Si oui, pourquoi? Bien que Kabouya, qui est le secrétaire général de votre parti politique, pense que la Constitution est Alibabé, une Constitution de malédiction. Comme vous êtes un homme de Dieu, on va aussi évoquer la question. Vous avez la parole. Ah oui, donc moi je parle en tant qu'au cadre de l'UDPS. Oui. Je dis que nous, notre position reste bien précise. C'est-à-dire que précise, j'allais dire pourquoi? Parce que cette position est que nous, à l'UDPS, nous voulons que nous chamboulons effectivement ce que nous appelons aujourd'hui chiffon. Parce que si c'est déjà un chiffon, ça mérite tout simplement de changer catégoriquement par rapport à ça. Pourquoi? Parce que nous sommes les partis qui avaient averti notre peuple en 2005, juste après notre sortie de ce dialogue de 100 sites, dont il y avait d'autres matières qui étaient restées en suspense, notamment l'identification nationale, parce que cette fois-là, nous avons voulu savoir toutes les élections que nous avons eues dans notre pays ne représentaient absolument pas la volonté du souverain primaire. Mais comment y allons-nous? D'abord, nous devons savoir combien nous en sommes, qui est congolais, qui ne l'est pas, etc. Vous savez qu'à 100 sites en Afrique du Sud, de cette question, en tout cas, les belligérants n'avaient pas tellement besoin de s'atteler succès, parce que leur souci qui les a menés à la table du dialogue, c'était tout simplement le pouvoir. Et nous, on avait compris que ce qui était vraiment le préalable pour que nous puissions bâtir un pays vraiment avec des institutions fortes, des institutions démocratiques,
En tout cas, ça a été zappé. Dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut laisser maintenant les choix au peuple congolais. En 2005, comme vous le savez, très cher Guélor, nous avons lancé, d'ailleurs nous avons tiré même la sonnette d'alarme pour demander à notre peuple de ne pas y aller à cette aventure-là, parce qu'il n'y avait rien du Congolais là-dedans. Et vous vous rappellerez d'ailleurs, à cette époque, notre leader, notre mentor, Fétis Moulumba, il avait dit le 30 juin, tout s'arrête, c'était en 2005, et qu'on n'avait pas voulu que le peuple aille pour signer cette histoire qui ne représentait en tout cas pas réellement les situations claires de cette population. Et voilà pourquoi, en 2006, c'était la cause qui nous avait poussé, nous, l'UDPS, de ne pas y prendre part à ce qu'ils ont appelé les élections, pendant qu'il n'y avait pas les élections. En 2006, vous connaissez avec tout ce qu'il y a eu, etc. Et là, notre mentor avait dit, les jours que l'UDPS aura la mastodonte de la RDC à notre gestion, on verra mieux une bonne constitution ici de la volonté du souverain primaire, parce que les pays appartiennent aux Congolais. Alors les Congolais doivent avoir leurs lois, doivent avoir les articles qui les concernent, parce que l'histoire du Congo doit être écrite par les Congolais. Et même pas des étrangers qui nous avaient rédigé cette histoire jusqu'à tel point d'hypothéquer notre souveraineté. Et voilà pourquoi nous, à l'UDPS, nous ne parlons pas de la révision, tout simplement. Nous parlons du changement de ces chiffons, parce que c'est déjà un chiffon. Pourquoi? Parce que après avoir lu, qu'on côté mieux tout ce qui est écrit là-bas, mais en tout cas, sur le bénéfice des étrangers, il n'y a pas de congolité là-bas, mon très cher Guélor. Donc voilà pourquoi nous nous battons effectivement pour que cette histoire, enfin que nous puissions y changer et avoir nos lois, nos réalités, nos besoins, et que le peuple soit réellement souverain, qui décide pour son pays. Et c'est ça notre démarche. Est-ce que l'UDPS, les documents dont vous faites allusion, parce que nous parlons Constitution, vous qualifiez cette dernière de chiffon, ah oui, de votre point de vue, alors que c'est une constitution qui est en vigueur. C'est la constitution que nous utilisons à nos jours. La même constitution qui a fait du chef de l'État président de la République, la même constitution que Félix Tshisekedi avait prêté serment, la même constitution que le chef de l'État avait dit qu'il va respecter du début à la fin. Aujourd'hui, vous remettez tout en cause, vous pensez que c'est un chiffon, vous pensez que ce n'est rien, d'où il faut la changer. Mais d'aucuns pensent que l'UDPS, vous ne maîtrisez même pas la dite constitution. Pour preuve, le numéro 1 du gouvernement, Madame Judith Soumino, a confondu l'article 218 à l'article 289. Vous voulez changer quelque chose que vous ne connaissez pas, vous voulez changer quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Que peut-on... Très cher Guélor, il ne faut pas inventer la roue. La réalité que même toi-même, quand tu viens pour faire ou présenter votre mission, que nous sommes avec vous, il y a une disposition que vous trouvez. C'est-à-dire, il y a les caméramans qui sont là, il y a les plateaux qu'on doit ranger, tout ça, etc. C'est ça la vie quotidienne que nous vivons avec vous. Donc, il ne faut pas demander à Félix Tshisekedi qui vient au pouvoir aujourd'hui, alors, tandis qu'il y a un serment qu'il doit prêter, je ne sais pas, il devra prêter serment sur vous, parce que nous, au Congo, on n'a pas pris, on n'a même pas un serment biblique comme les Américains, ils le font souvent. Bon, alors, c'est là cette disposition qu'il a trouvée, qu'il devra, au préalable, d'abord obtempérer, et puis faire des investigations, des recherches pour savoir est-ce qu'effectivement, là où je prêtais serment, représente la volonté du souverain primaire. Parce que c'est ça le problème. Nous, à l'UDPS, on vient pour servir le peuple, nous ne venons pas pour nous servir nous-mêmes. Voilà pourquoi notre credo à l'UDPS, que ce soit le projet de société, c'est de nommer le peuple d'abord. Parce que le peuple d'abord, c'est le chef de cette terre que nous sommes en train de parler avec vous. Alors, vous allez voir. Mais, bon, en tout cas, moi, j'ai toujours regretté dans notre pays ici, entre tout le monde se trompe. Mais tout le monde se trompe. Peut-être il y a des balbutiations de langage, etc. Ce n'est pas à dire qu'elle n'était pas ignorante des articles constitutionnels. Elle n'était pas ignorante, il n'était pas ignorante sur les dispositions constitutionnelles. Peut-être c'est la vitesse de son langage, tout simplement. Donc, parce que chacun, en tant qu'humain, ça arrive, mon très cher Guélor. Ça, ce n'est pas un débat, C'est-à-dire que la première ministre du gouvernement, c'est-à-dire, elle maîtrise bien toutes les bonnes dispositions. Ce n'est pas qu'elle est ignorante. Mais elle, oui, non, mais je vous dis la vérité. Mais comment, mais elle est congolaise, non?
Elle est congolaise, surtout, elle est de l'UDPS. Parce que l'UDPS qui n'avait pas voulu donner sa foi par rapport à ce qui a été fomenté par les étrangers, etc. Alors, non, mais écoutez, vous voyez, quand nous voulons bien discuter cette histoire du changement de la Constitution, en tout cas, il ne faut pas vraiment satisfaire nos appétits politiciens politiques. Donc, c'est-à-dire qu'il faut regarder la vérité en face. Entrer dans ce qui ne va pas, disons-nous la vérité, est-ce que ça va ou ça ne va pas, parce que ici, c'est notre vie qui en dépend. Nous sommes un peuple, c'est quand nous avons des lois, parce que nous ne sommes pas dans une jungle. Et maintenant, nous devons y avoir nos propres lois. Or, plupart dans ce que vous appelez la Constitution, vous allez trouver qu'il y a plus de 48 quelques articles à chambouler. Est-ce que là, c'est une Constitution? Non, ce n'est pas une Constitution. Là, c'est quelque chose qui n'est pas à nos réalités. Alors, nous devons changer par rapport à cela. Alors, ça veut dire qu'il a des dispositions. D'ailleurs, même s'il faut entrer en profondeur par rapport à ça, disons des choses telles que sont. Toute Constitution est une œuvre humaine. La Constitution n'est pas un dogme. La Constitution n'est pas la parole de l'Évangile. Donc la Constitution est révisable et révisée. La Constitution est changeable et changeable. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, alléluia, amen, comme la Bible. Non, ici, ça se fait ou ça ne se fait pas, ça fait. D'ailleurs, il faut féliciter le président Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est le 5e président de cette République démocratique du Congo. Mais depuis qu'il est là, 6 ans plus tard, c'est là maintenant qu'il a voulu initier, selon l'article 218, qui lui a donné les prérogatives d'initier par référendum, par quoi que ce soit. Et puis on va de là. Non, mais je vous dis que la première ministre connaît mieux et elle a la connaissance sur les articles de la Constitution. C'est la vitesse du langage, tout simplement. Tout simplement. Mais en tant qu'humain. Non, mais je vous dis. Mais dis-moi. En revanche. Revenons par rapport à la question. Vous avez dit que la Constitution a été écrite non pas par les Congolais. La Constitution nous pose beaucoup de mal. Votre secrétaire général, qui est le président de votre parti politique, lui, il est allé plus loin pour dire que c'est une constitution de malédiction. En lingala, à l'objet que constitution, il y a l'ibabé. Ah oui. Que peut-on nous comprendre? Une constitution, il y a une constitution, il y a l'ibabé, où le chef de l'État a prêté serment. On suppose que le chef de l'État a zé l'ibabé. On suppose que la nation qui dépend bien sûr de cette dernière est zé l'ibabé. En tant que politique, oui, mais vous êtes aussi un homme de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça de sa nation? On peut qualifier la loi fondamentale de son pays d'une malédiction. Mais vous savez, même dans la Bible, comme ce que vous dites, je suis pasteur. Donc vous savez pourquoi on avait changé la loi de Moïse? Pour que nous entrions dans une autre dispensation, bien dans une autre alliance. C'est parce que cette loi avait des défauts dont le peuple de Dieu, appelé le peuple d'Israël, n'avait pas tellement la force, la capacité de s'imprégner de cela et d'y pratiquer. Voilà pourquoi on l'avait changé. Et d'ailleurs, je peux vous donner même l'écriture d'Éternel chapitre 28. On a parlé dans la loi une partie de la malédiction dès que vous n'obéissez pas, et une partie de la bénédiction dès que vous obéissez. Mais lorsque vous prenez le contenu de la loi, mais vous allez trouver qu'il y avait vraiment des malédictions quant à ça. Je ne parle pas de la loi sainte, je parle des ordonnances lois, des préceptes des lois, c'est-à-dire des lois civiles, comme vous en parlez, dans des constitutions, des lois morales, comme vous en parlez, dans des constitutions. Ça a été qualifié une malédiction. Alors, lorsque vous trouvez une constitution qui ne répond pas aux besoins du souverain primaire, qui n'est pas taillée sur des questions réelles et des réalités de ce peuple-là, il ne faut pas surnommer cette constitution-là que c'est une constitution d'une bénédiction. C'est de la malédiction pure et simple. C'est une malédiction parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, peut-être vous ne le sentez pas, mais les Congolais, les communs de mortels sont en train de sentir cela. Vous savez, nous sommes à plus de 2 décennies. Notre parti de la République Est du pays mais fait toujours l'objet de tout ce que vous connaissez. Et vous savez qu'il y a d'autres lois, des articles qui sont... Non, mais oui, parce que lorsque vous prenez la disposition de l'article 217, mais notre souveraineté a été hypothéquée, et comme vous le savez. Et d'ailleurs,
il y a l'article 51. Dès lors que vous allez lire par là, vous allez voir, on a parlé sur la minorité d'une tribu quelque part qui doit être protégée. Mais est-ce que nous, en République démocratique du Congo, avons-nous une minorité d'une tribu quelque part qui doit être protégée, contrairement aux autres? Mais ça veut dire que toi, tu es protégé. Vous avez parlé de l'article 217, où on parle de souveraineté et tout ça. Ah oui. Quel rapport entre l'article 217 et les sécurités à l'est de l'occupation qu'il y a dans les chefs de M23? Mais lorsque vous lisez cet article-là, on vous dit que la République démocratique du Congo peut abandonner. C'est ça qui s'est passé à l'est? Attendez, j'en arrive. Peut abandonner une partie de sa souveraineté à des compromis internationaux ou régionaux quant à ça. Prenons d'abord ça. Alors, lorsque vous prenez l'accord de l'Émirat, qui a fait que notre partie Est de la République soit l'objet de massacres, des assassinats, des pillages illicites, donc le sang des Congolais continue. Mais vous allez trouver que dans la Constitution de 1967, il a été stipulé mieux que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Non pas à hypothéquer par rapport à de certaines combinaisons politico-internationales. Non. Maintenant, vous prenez l'accord de l'Émirat qu'on nous a amené par l'AFDEL. Dès que l'AFDEL arrive, avant le 17 mai 1997, on dit que la terre qui était prévue appartienne à l'État, sur l'autorité de l'État, on dit non, maintenant cette terre-là et le sous-sol appartiennent à l'Alliance, c'est-à-dire à l'AFDEL. Lorsque vous prenez l'AFDEL, c'est un conglomérat de Rwandais, des Ougandais, de tous qui ont accompagné Kabila pour conquérir nos territoires. Vous savez mieux cette histoire de Minembwe, vous savez mieux cette histoire de Banyamulenge, vous savez tout ce qui se passe à l'Est là-bas. Hein? Non mais attendez, parce que là, il ne faut pas confondre les choses dans le contexte, très cher frère. Alors, ça veut dire que, donc vous allez voir que tout ce qui se passe là, c'est parce qu'il y a un pays qui veut envahir notre pays, qui veut récupérer nos terres, qui veut tout cela. Mais c'est tout ça, c'est ça qui entre même dans cet article de 217. Et que diriez-vous? Ouais, Que diriez-vous de l'adhésion de la RDC au niveau de l'EAC? Mais là, je l'ai dit, c'est... Parce que c'est votre régime qui nous a amenés là-bas. Mais non, ce n'est pas le bon régime. Avant, non, les régimes précédents, ils en avaient signé. Écoutez, très cher Guélo. Alors, vous savez, mais les relations internationales parlent des intérêts respectifs. Parce que cette relation en diplomatie, c'est-à-dire règles des traditions diplomatiques, et puis vise surtout les intérêts respectifs. À l'Est Afrique, là où nous étions partis, mais c'était pour l'intérêt de voir dans les domaines commerciaux qu'est-ce que nous devons tirer comme dividende, comme les autres pays en tirent des dividendes. Mais non à hypothéquer notre souveraineté. Ça, c'est trop dur que jamais. Parce que même les accords, même dans les intérêts respectifs de l'État, mais les accords se font et se défont. Et c'est comme quand nous avons pris la décision de nous retirer dans cette histoire-là. Mais nous sommes retirés librement. Nous sommes un pays nous ne sommes pas condamnés d'être là. Nous avons... Non, ça c'est notre souveraineté qui a fait que nous puissions nous retirer. Et du moins qu'on a constaté que ça ne va pas. Nous parlons agression, nous parlons occupation. Quelle disposition de la Constitution nous empêche, nous, le Congo, de défendre notre territoire occupé? Nous parlons de l'Est, bien sûr. Est-ce que la Constitution nous empêche de combattre les M23? La Constitution nous empêche, parce que ici, vous l'avez si bien dit, et nous le savons, ça c'est la chanson de tout le monde, et c'est aussi vrai, que le Rwanda nous agresse, non pas seulement le Rwanda, l'Ouganda aussi. Bien que nous continuions à faire les yeux doux à l'Ouganda, on ne sait pas pourquoi, mais peut-être on va aussi évoquer la question. Est-ce qu'on n'est pas en mesure de combattre les M23? On n'est pas en mesure de combattre le Rwandais? C'est parce que la Constitution nous bloque? Mais est-ce qu'on a donné quelle loi proprement dite pour que notre armée soit une armée républicaine, une armée dissuasive, capable à attaquer l'ennemi et à le vaincre et à donner les prouesses à son pays?
Parce que chaque chose doit être recadrée. C'est-à-dire qu'il faut donner les prérogatives et les préalables. Du fait que je vous donne les cas. Allons-y très cher Guélo. Donc, la fameuse constitution stipule pour que la République démocratique du Congo, via son président qui est le commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale, pour attaquer un pays agresseur ou les envahisseurs, il est dans l'obligation d'abord d'avoir l'équitisme au niveau du Congrès réuni, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat. Mais pendant que nous sommes déjà attaqués, du moment que nous devons répliquer proportionnellement, alors nous sommes d'abord obligés que le président de la République ait l'équitisme des deux chambres réunies en Congrès. Prenons le cas comme le cas qu'on avait là. On était pendant la période électorale, du moment que les ennemis nous ont envahis. Et pendant la période électorale, comme vous le savez, nous passons dans ce régime que nous appelons avec vous souvent, comment on appelle ça? C'est-à-dire que donc le gouvernement sortant, donc du moment qu'ils sont tentés d'expliquer les affaires courantes, voilà, des mesures conservatoires et tout, etc. C'est-à-dire que pendant cette période-là, pendant la campagne, pendant l'élection, pendant que les institutions ne sont pas encore mises sur le pied, il est difficile que notre armée attaque un ennemi qui nous envahisse. Est-ce qu'avons-nous vraiment donné des réels articles, des réelles lois qui doivent protéger, que ce soit notre armée, que ce soit nos forces qui sont dans cette corporation? C'est difficile dans tout cela. Or, il fallait que nous puissions avoir une loi par laquelle, que si l'ennemi attaque notre pays, sans passer outre, mais l'armée est capable d'attaquer et de dissuader. Dans tout ce que nous vivons ici, et tout ce que nous avons vu avec vous, c'est les lois de cette en termes de difficultés. Pensez-vous que le problème, c'est les textes? C'est le texte de mon frère à moi qui a été commandité par Rwanda, par la Belgique et la France, qui nous a traîné nous-mêmes de voir effectivement qu'est-ce qui est notre souveraineté dans notre pays. Voyez-vous? C'est pourquoi vous avez vu même pendant cette période-là, il y avait une mesure dont l'État a voulu enfin de conscientiser nos compatriotes. Aujourd'hui, vous allez voir que même au front, la plupart de ceux qui font face dans tout ce que nous sommes en train de vivre avec vous là, ce sont nos compatriotes dont nous appelons Wazalendo. Mais pendant cette période-là, que devrons-nous faire? Il faut attendre d'abord que les gens se mettent en place. Mais est-ce que trouvez-vous réellement qu'un État doit fonctionner dans cette façon-là? Mais comment vous jugez l'attitude de ces régimes, de votre régime? Vous avez cité plus d'une fois ici le Rwanda, qui est un pays agresseur, qui est en réalité un ennemi. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de rompre sur le plan diplomatique entre nous et le Rwanda? Parce que jusqu'ici, il faut le dire sans embâche, que nous entretenons de très bonnes relations diplomatiques entre nous, Kinshasa et Kigali. Alors qu'on accuse le Rwanda matin, midi, soir, là aussi, la condition nous empêche de se comporter Mais est-ce que vous savez, les peuples congolais n'ont aucun problème avec le peuple rwandais? Finalement, nous parlons du régime. Le régime est dirigé et par... Et alors, il faut avoir maintenant le test. Pas l'individu. Le régime est dirigé par Kagame, mais donc faites allusion. Mais c'est ça ce que j'ai dit. Ben voilà. Les peuples là, pour prendre leur destin en main, il faut que le régime définissent ces règles-là. Ça veut dire que du moment que le peuple est sous la dominance, sous l'esclavagisme d'un régime tyrannique qui continue à tuer, à piller, à faire tout ce qu'ils sont en train de faire, même ce peuple-là demande leur libération. Voyez-vous, c'est pourquoi ici, là, nous voulons que nous ayons les tests effectivement d'un pays qui se respecte, d'un pays souverain. Non pas des tests qui ont été commandés. Parce que tout ce que je suis en train de dire là, mais à aucun moment dans les tests constitutionnels n'a été prévu par rapport à ça. Parce que puis, comme vous le savez, rompre les relations diplomatiques, il y a des formats. Comment permettre à ce qu'un pays peut se défaire avec un autre pays? Ben, ce sont les mécanismes qui doivent être mis sur pied par rapport à nos tests. Mais vous allez regarder que dans cette fameuse constitution, il n'y a aucun test qui nous a donné la prédominance sur la souveraineté dont nous sommes un peuple.
Donc nous-mêmes qui devons décider sur notre destin, bon, il y a d'autres personnes qui décident à notre place. Et vous dites que ça, ce n'est pas notre constitution. Ça, c'était quelque chose qui a été taillé sur mesure des belligérants, sur mesure de la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est qu'il faut dire à notre peuple, nous, des leaders de peuple, nous ne cessons de le dire, de tirer la sonnette d'alarme. Rwanda n'a pas la capacité prépondérante de nous faire la guerre et nous vaincre. Donc, c'est la communauté internationale derrière le Rwanda qui fait tout ce qu'il fait. Mais les vous ne parlez que de Rwanda, non pas l'Ouganda. Non, mais écoutez, alors que Bunagana était tombé à un certain moment, vous allez voir que dans la politique ougandaise, il y a un peu, quelque part là, comment dirais-je, c'est-à-dire qu'ils obtempèrent un peu. Comme quoi, par exemple? Non, mais chacun d'abord doit se prendre en charge la responsabilité pour sécuriser son pays. Je vous donne les cas. À la prise du pouvoir de l'UDPS, nous avons trouvé plus de 200 quelques couches de rebelles au niveau de l'est du pays. Vous savez, Kassindi, là, c'est tout près du Rwanda. Mambasala, le territoire, c'est tout près du Rwanda. Butembo, vous voyez là, c'est tout près du Rwanda. Mais dans la mutualisation des forces, vous avez vu que nous avons neutralisé les ADF. Or, la résidence ou l'endroit que les ADF préparaient les attaques terrorisme, beaucoup plus c'était au niveau de l'Ouganda. Mais si aujourd'hui, vous n'attendez plus les ADF de la manière dont ils étaient l'autre fois là. Mais c'est parce que l'Ouganda a mis aussi la main dans la pâte. Malgré que dans tous les pays, comme vous le savez, ce n'est pas le beau yeux de ces pays-là qui fait quiconque pour qu'ils soient en bonne relation avec ces pays-là. C'est les intérêts qui comptent. Les Ougandais voient les intérêts, les Congolais voient aussi nos intérêts. Ainsi, nous sommes en train d'y aller. Vous avez vu même la semaine passée, avant que le chef le commandant de qui, le chef d'état-major général, qui était parti en Ouganda. Mais tout ça, c'est préparé parce que les mêmes actes que les ADF posaient chez nous, ils les faisaient aussi en Ouganda. Il y a peu, on vient de recevoir le chef d'état-major rwandais à Goma avec les honneurs. D'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale s'était indigné par rapport à ça, Jessie Vital Kamere, qui avait dit que les choses ne devraient pas se passer comme ça. C'était le ministre des Affaires étrangères, je crois, rwandais, qui était à Goma. Là aussi, la Constitution avait permis à ce que ça se passe comme ça? Mais je ne sais pas, lui, monsieur le président de l'Assemblée nationale, donc à ce qu'il avait présenté comme le désarroi, le désaveu, où il en avait présenté par rapport au quoi? Voilà pourquoi moi je continue à réclamer le retour de M. Mbosso au passoire de l'Assemblée nationale. Mais effectivement, vous êtes sûr? Nous sommes leaders. Mais oui, parce que nous avons eu avec vous toute la période qu'a présidé M. Mbosso à la tête de cette Assemblée. Il tirait la sonnette d'alarme tous les jours, demandant à tous les députés qui tirent des ficelles à la guerre là qui se passe à l'Est, quitter des groupes de rebelles, quitter des rébellions, revenez au pays, c'est ça. Mais depuis qu'il est là, je n'ai jamais, moi, entendu un jour tirer la sonnette d'alarme. Mais lui, il comprend quoi sur les relations internationales? Il comprend quoi? Et est-ce qu'il a voulu actualiser le peuple sur la démarche que nous avons? Parce que pour le moment, nous sommes tous coffrés. Quand vous parlez de relations internationales, vous faites allusion à quoi? Non, mais les relations internationales, d'abord, ils font quoi? C'est privilégier les intérêts des pays respectifs. Mais en quoi on accuse le Rwanda dans tout ça? Non, mais si tel est le cas. Non, mais nous l'accusons parce qu'il y a des rapports certifiés, confirmés. Effectivement, oui. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Qu'allons-nous faire de ces rapports alors que nous continuons à entretenir de bonnes relations? L'ambassade du Rwanda ici au Congo travaille et l'ambassade de la RDC au Rwanda fonctionne. Les ministres des Affaires étrangères étaient à Goma, là où on massacre matin, midi, soir. Il était reçu avec les honneurs, s'il vous plaît. Vous avez dit que c'est pour les intérêts diplomatiques, c'est pour des relations entre nations. Ne voyez-vous pas que... Je ne vois pas, moi, les honneurs là de la manière dont Kamer l'a dit. Donc, vous n'avez pas vu les images? Vous n'avez pas vu les images? Non, mais juste après, je mais d'ailleurs, moi-même qui vous parle. Donc, dès que je descends quelque part, et on me voit que je suis accompagné avec mon garde du corps. Mais que ce soit policier, que ce soit qui est là-bas, mais doit me donner la salutation. La salutation en armée, on le fait comment? De par la main. Est-ce que lui, Kamer, ignore que nous avons des négociations à Luanda
pour que nous puissions privilégier la paix de notre pays. Est-ce que vous savez que Kagame Est-ce que pendant l'état que nous sommes la entrés, personnalité du pays, mais la deuxième personnalité il est le numéro 1 de l'Assemblée nous nationale, avons deuxième l'histoire et institution le du parcours, pays. Donc très on cher suppose Delors. qu'il détient les Je informations vous dis mieux que vous et je moi. vous dis que l'information, tous, d'ailleurs moi qui est en face de vous, si je peux vous dire aussi l'information que j'ai, parce que je prenne aussi part. Mais ça peut être pas à la opposé. hauteur ou encore Trump et Cameroun. Je Ça, vous c'est dis, l'idéal. très cher Delors, nous sommes dans une négociation à Luanda avec les pays, parce que d'ailleurs nous avons tenu le flambeau. Nous avons dit que nous ne parlerons jamais avec les aides civiques de M23. C'est seulement la personne dont la communauté internationale est derrière M. Kagame. Et ça qu'on a vu, c'est ça que nous faisons. Bon, alors maintenant, s'ils viennent dans le cadre là, parce que le cadre qui était prévu à l'Est, dont vous avez vu les ministres des Affaires étrangères venir, c'est dans le cadre de vérification pour identifier. Mais je vous dis, qui est du Rwanda, qui ne l'est pas, qui sont les armes qui entrent et qui sont les armes qui sortent. C'est dans ce cadre, c'est dans le processus du Rwanda, mon très cher Delors. Rwanda, par exemple. Rwanda. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pays ennemi? Est-ce qu'on peut dire que c'est un pays agresseur? Si non. Oui, quelle attitude nous on avons ne dit pas. Non, non. Les ennemis de la RDC, des peuples congolais, c'est le régime Kagame, ce n'est pas les Rwandais. Ça, nous devons vraiment dissiper cette histoire de mais celui-là, celui qui était venu là, c'est le ministre de Kagame, non? Non, mais c'est ça ce que j'ai dit. Mais mon très cher, oui. Mais nous sommes où? Mais nous sommes dans une négociation, non? On négocie en présence du médiateur choisi, reconnu, dont l'ONU a donné mandat, qui est Jean Laurens, le président angolais, avec son ministre des Affaires étrangères, qui est en train de piloter cette démarche. Mais vous voulez-vous que nous puissions en faire quoi? Alors si demain, vous voyez aussi notre ministre des Affaires étrangères au Rwanda, alors vous allez dire quoi? On n'a pas besoin d'aller là-bas. Vu la température, vu la situation, on n'a pas besoin d'aller là-bas. Quand on négocie, quand on vérifie effectivement pour savoir qui est du Rwanda et qui ne l'est pas, quelle arme qui vient de Rwanda et qui ne vient pas. Quand les chefs de l'État pendant le processus, mon très cher, je vous dis, il y a ces démarches-là qui sont en train de s'effectuer. C'est clair et net. Quand le chef de l'État avait dit l'autre fois qu'en aucun cas, il va échanger avec Rwanda, avec Kagame, avec Kagame, il n'a pas parlé parlé qu'ils de vont se Rwanda. retrouver, je ne sais pas, au paradis ou encore en enfer. Oui, en enfer. Il a voulu dire quoi? Parce que vous avez non, mais c'est clairement dans le sens on avait reçu les ministres avec beaucoup d'honneur. Il n'y aura pas une négociation ou un pourparler dans un compromisso pour hypothéquer notre pays en guise de quoi que ce soit avec M. Kagame. Ça, c'est clair. Ne vaut pas que c'est contradictoire ce qui se dit et ce qui se passe. Mais est-ce que vous voyez ce qui se trouve à la table de négociation? Avez-vous le président de la République là-bas? C'est le ministre des Affaires étrangères. C'est le ministre des Affaires étrangères qui pilote. Il est délégué par mais le chef de effectivement, l'État. de la même manière, Rwanda aussi a délégué son ministre des Affaires étrangères. Mais les négociations se trouvent dans ce niveau-là. On suppose, ça se trouve dans ce niveau-là. On suppose que le ministre là était Paul Kagame. Parce qu'il a été mandaté par Kagame. Mais de quoi parlons-nous? Je vous dis, mais c'est tout à fait normal parce qu'on est dans une négociation. Peut-être vous ne prenez pas l'ampleur de cette situation. Hein. Si vous interrogez les Rwandais, ils vous diront les souffrances, ils vous diront les calvaires qu'ils sont en train de traverser chez eux et qu'ils attendent aussi la paix comme nous aussi nous voudrions. Et une fois, nous vous avons dit que vouloir que nous allions dans un processus de paix, ce n'est pas un affaire de faiblesse. C'est parce que nous nous préparons d'une manière ou d'une autre. Comme on a toujours dit, qui veut la paix prépare la guerre. Donc si nous voulons la paix à l'est de notre pays, à toute intégrité du territoire national, ça veut dire que nous nous préparons à la guerre. Ça c'est clair et net. Mais dans une négociation, il y a des parties prenantes, des délégations qui doivent se parler au nom de leur tuteur. C'est clair et net. Donc pour le moment là, nous sommes dans cette démarche selon le timing, selon l'agenda qui a été prescrit à Luanda, pour que nous puissions arriver à dissiper effectivement tout ce que nous sommes en train de décrire matin, midi, soir. Et là, tout le monde a déjà compris. La RDC, la façon dont nous sommes en train de faire monter notre armée en puissance, mais nous serons capables de faire la guerre à celui qui veut faire la guerre contre nous. Vous avez parlé de l'article 218, où le chef de l'État est censé l'initier. Ouais. Pour reviser la Constitution. Voilà pourquoi on dit très souvent que la Constitution elle-même prévoit sa propre révision, mais le changement, non. Aujourd'hui, vous avez l'idée, vous l'avez si bien dit ici, de changer carrément la Constitution. Vous avez qualifié ou encore taxé cette dernière comme bon vous semble. Mais s'il faut changer la Constitution,
Comment le pays sera jugé pendant ce temps? Parce qu'on suppose que celle-ci va tomber. Et c'est sur base de quoi nous allons reconnaître encore le pouvoir de ce régime ou encore du chef de l'État? Première question. Deuxième question, changer la constitution. Le chef de l'État avait dit qu'il mettra en place une commission sûrement l'année prochaine. C'est en qualité de qui ou de quoi il va mettre en place cette commission, alors que la constitution actuelle, bien que vous rejetez, parle de l'initiative de révision, non pas de changement. Vous savez, à la première question qu'on m'avait posée, si le chef de l'État convoque le peuple en référendum, il se remet à la disposition du souverain primaire qui va en décider. La révision de la Constitution est constitutionnelle. Le changement appartient au souverain primaire conformément à l'article 5. Mais est-ce que voilà les mécanismes sont mis en place pour que la Constitution soit changée? Mais effectivement, les mécanismes seront mis en place. C'est déjà mis en place parce que d'ailleurs, lorsque vous prenez l'article 218, vous allez voir que l'initiative, tout simplement, n'est pas du président de la République, concrètement aussi avec 100 000 signatures que le peuple souverain doit récolter pour tirer, mettre les traits sur cette histoire. Vous parlez de la pétition. Et vous avez vu déjà cette pétition qui a été déposée au niveau de la Chambre basse ça a été signé où du Parlement. Parce qu'on n'a pas apposé nos signatures, on n'a même pas vu ça. Non, mais on a parlé sur 100 000, c'est-à-dire que peut-être, si toi tu n'as pas apposé ta signature, vous avez apposé la vôtre. Mais effectivement, mon frère. Mais c'est Edouard. Heureusement, vous êtes un homme de Dieu de la détour. Non, mais quand on parle de la Constitution, il faut vraiment nous effacer dans nos états d'âme. On parle d'une loi fondamentale qui doit nous protéger tous et aller de l'avant. Et voilà pourquoi dans cette disposition de l'article 218 a été prévu les initiateurs de la révision de la Constitution. Donc, c'est tout ce qui est là, ce sont des dispositions qui ont été déjà prises à bras l'école parce que vous êtes en train de voir, tout le monde est en train d'aller sur le même élan. Effectivement, vous sentez aussi l'adhésion massive de la population qui veut à tout prix qu'on puisse changer cette constitution afin d'en avoir une autre qui est une constitution congolaise. Mais lorsque l'article 5 de cette constitution stipule en soi la souveraineté nationale appartient au peuple. C'est le peuple qui est le détenteur de ce pouvoir et il légifère ou par son pouvoir législatif, ou par son pouvoir, de la manière dont il veut, ou par ses représentants. Donc, ce qui veut dire que si la population congolaise en décide, parce que, cher Kelor, laissez-moi dire devant notre peuple, les dispositions de l'article 220 mais a été déjà tangible, a été déjà touché, a été déjà violé et violenté. Qui ne le sait pas? En 2011, à la veille des élections, M. Kabila a révisé la disposition de l'article 71 qui stipulait par rapport au mode d'élection. Vous faites tout. Non, il n'est pas notre boussole. Ce sont des régimes parce que dans une étude comparative, on dit que Félix Tshisekedi, il est le 5e président de la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'avant lui, il y a 4 présidents qui lui ont précédé. Et alors maintenant, pour que vous puissiez mieux tailler les chemins, il faut d'abord regarder de ce qui a été fait pour que vous puissiez voir ce que vous devez faire et ce que nous devrions faire à l'avenir. Donc ça veut dire que dès que nous prenons cela, c'est pour montrer tout simplement notre peuple. Parce qu'il y a plusieurs qui ne pensent même pas que la Constitution peut être révisée. Et là, c'est là que nous leur disons que la Constitution a été révisée en 2011 à la veille des élections, comme vous le savez. Et lorsque nous sommes arrivés en 2016, parce que l'article 70 de la Constitution ne donne aucun fondement à un régime qui a déjà consommé le 2 mandats et allait trouver un accord politique pour se tenir au pouvoir. Aucunement pas dans cette constitution, vous ne trouverez pas cet article-là. Or, l'article 70 dit tout simplement que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais lorsque nous arrivons avec vous en 2016, la date, le délai constitutionnel prévu pour que nous ayons les élections présidentielles à terme de ce délai, nous n'en avons pas eu. Alors il y a eu un mécanisme frauduleux qui a été créé
pour que nous puissions passer encore de ce 2016 afin que les élections soient organisées en 2018. Est-ce que avions violé ou avions respecté? C'est-à-dire qu'ils avaient déjà violé ces dispositions. Tant d'autres aussi. Alors, c'est là que nous nous disons, il n'y a pas une fatalité. Si le peuple congolais en décide en tant qu'en âme et conscience, en tant que souverain, parce qu'aujourd'hui, il faut tirer la sonnette d'alarme, disant notre peuple qu'on ne chamboule pas la Constitution en vertu d'une ambition personnelle. La loi revêt toujours un caractère impersonnel. Félix Tshisekedi n'est pas éternel, que ce soit toi, que ce soit moi. Ça veut dire qu'il passera, il y aura encore un autre président. Mais maintenant, là, nous voulons retourner le pouvoir aux souverains primaires, afin qu'eux seuls soient les rois de ce pays, seuls décideurs de ce pays. En cas de quoi, ils prennent leur destin en main, et puis nous pouvons aller dans ce sens-là. Vous voilà organisez... pourquoi je vous dis que c'est dans ce sens, dans ce format que nous voulons. Vous, l'UDPS, vous organisez vos activités. Les matinées politiques soient-elles, sensibiliser les gens, sensibiliser la population pour dire oui au changement de la Constitution. Libre à vous. Vous le faites, Kabouya le fait si bien. Il n'y a aucune inquiétude par rapport à ça. Quand Kabouya qualifie la Constitution actuelle comme il le fait, c'est son choix, il n'est pas inquiété. Mais quand les autres pensent également sensibiliser le même personne, je veux dire le même peuple, pour leur dire qu'il n'y a pas lieu de changer ou de réviser la Constitution parce qu'il y a ça, pourquoi vous empêchez les autres? Alors que l'UDPS, en son temps, prônait pour un état des droits. Pensez-vous que ce qu'on avait vécu hier, l'interpellation ou l'arrestation de Delis Sanga, les choses devraient se passer comme ça? Cher Delors, nous ne sommes pas dans une jungle. Cher Delors, nous sommes dans un pays, dans une république. Nous avons des lois. Tous, nous devons respecter les lois du pays. Dans votre entame, à votre entame de l'émission, vous en avez très bien circonscrit de la manière dont le ministre de l'Intérieur l'a dit devant la presse. Cette manifestation n'a été annoncée. C'est brusquement dont les gens peuvent se réveiller de leur lit, dire que bon, aujourd'hui, maintenant, nous allons marcher parce que nous sommes dans un État ou bien dans une république, à moins que ce soit dans une république bananière. Mais dans une république dont nous devons nous respecter, vous voulez manifester, libre à vous, selon cette fameuse constitution. Mais il y a le canal par lequel vous devez tenir informer les autorités pour vous encadrer tout simplement. Ce n'était pas une marche. Ce n'était pas une marche. Non, mais encore moins là un meeting. Où vous trouvez déjà, là où vous trouvez déjà, comme Kabouya a fait tout le temps. Je dis ceci. Non. Est-ce que Kabouya a fait tout le jour? Non. Kabouya jusqu'au jour d'aujourd'hui, il tient des matinées politiques dans notre résidence, c'est-à-dire dans notre permanence, dans notre siège. Vous n'avez pas vu Kabouya envoyer personne dans la rue pour aller manifester par rapport à ça. Sauf que ce que nous devons dire à notre peuple, parce que notre général de troupes, Augustin Kabouya l'Honorable, le président intérim du parti, il avait dit dans la dernière matinée politique, dès que c'est lui qui mettra ses pieds, parce que les rois de la rue, c'est aussi Kagame. Les rois de la rue, c'est nous. Les propriétaires de la rue, c'est nous. Comme ils ont voulu nous montrer qu'ils vont marcher, en tout cas, une poignée d'individus. Alors, en tout cas, attendez voir, d'ici un matin, nous aussi, nous allons marcher pour montrer notre soutien à cette constitution que nous voulons totalement que ça soit changé carrément. Mais même si nous voulons marcher, ce n'est pas parce que nous sommes au pouvoir. Nous devons informer les autorités pour qu'ils prennent les dispositions de nous sécuriser. Parce que, mon frère, la manifestation, c'est bien, mais ceux qui sont tout autour de vous, vous ne les connaissez pas. Vous voyez par exemple ce qu'il y a eu là. Si lui-même, Sisanga là, quelqu'un prenait une projectile ou prenait quoi, et l'assassinait ou bien le tuait, et la foi devrait un combat à qui? Vous savez tout ce qui se passe dans ce pays, non? Alors, vous voulez faire votre manifestation, mais allez-y. Libre à vous, c'est ça même la beauté de la démocratie. Donc, nous sommes les martyrs. Nous sommes bâtis pour voir tout ce que vous voyez là. Donc, nous parlons du changement de la Constitution. Effectivement, il n'y aura pas l'unanimité. Ça, il faut retenir. Dans une démocratie, tout le monde ne sera pas d'accord. Mais ce qui est important, c'est la majorité du souverain premier qui va l'emporter. C'est clair et net. Et nous sommes majorité avec le peuple. Kabouya a dit que ce qui se passe à l'UDPS, c'est Kagame. Effectivement. Mais regardez. L'autre fois là, en 2016, très cher Guélor, nous sommes les martyrs de l'alternance. Dès que l'IDP s'est levé pour dire que M. Kabila, tu ne peux pas encore avoir 4 ans à la tête de ce pays.
Vous savez ce qui a tiré à lance-roquette à notre siège? Mais c'était les Rwandais. Ah bon? Mais oui, c'était les Rwandais, les Donc, M23. ce sont eux qui créent des désordres. Mais je vous dis qu'il en veut à tout prix pour fragiliser l'IDPS, comme ils savent que c'est le dernier ressort du président de la République. Alors il fallait voir qui sont des faibles d'esprit, afin que nous puissions comment bouillonner cette histoire et que les messieurs puissent perdre les pédales. Oh, c'est tout tromper l'adversaire et l'État. Et voilà pourquoi Kabouya, en tant que le secrétaire général du parti, il est dans l'obligation d'alerter tout le monde. Le secrétaire général, c'est lui ou c'est Deo Bizimo? Donc le désordre là, c'est Kagame qui est derrière ça. Moi, je vous dis que dans notre parti UDPS, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui engage, qui parle, qui écrit. Au nom du parti, c'est M. Augustin Kabouya Chilumba, l'honorable, qui fait office du président intérimaire du parti. Voyez-vous? Et puis le reste, c'est une vitalité démocratique dans notre parti. Même moi aussi, je peux me lever ou bien me réveiller demain. Je dis, bon, c'est moi le secrétaire général. En tout cas, soyez derrière moi. C'est ça l'UDPS. C'est ça la différence. Donc, nous avons cette différence-là parce que nous sommes de ceux qui se sont bâtis pour la démocratie. Ça veut dire que moi, la politique exige aux acteurs d'avoir des réalismes. La réalité. Non, écoutez, la différence avec l'UDPS, parce que nous n'avons pas l'autorité morale qui en décide. En sciences politiques, ça s'apprend. Vous évoluez tous en électron libre. Nous ne sommes pas un parti de cadres, nous sommes un parti de masse. En sciences politiques, ça s'apprend. Un parti de masse, c'est un parti qui a solidifié son pouvoir à la base. Donc, à l'IDPS, si nous disons la pyramide est renversée, c'est parce que la base en décide. Elle en a fait même la preuve. Parce qu'aujourd'hui, si Félix Tshisekedi est président, c'est à cause de cette base-là qui avait décidé ce jour-là pour retirer sa signature. Et aujourd'hui, il est président de la République. Donc voilà pourquoi chez nous, quand il y a les chocs d'idées, c'est ça la nourriture, la vitalité démocratique à l'IDPS. On va se quitter. Merci d'être venu. Vous avez insisté sur ces plateaux que vous allez changer la Constitution. Mais vous oubliez, ou encore, vous êtes sans oublier qu'il y a la famine qui sévit au pays. Il y a l'insécurité, on a parlé guerre. Il y a la pauvreté, taux de chômage trop élevé. Nous avons l'impression que l'UDPS s'intéresse plus au changement de la Constitution au lieu de mettre en pratique les slogans qui étaient vôtres hier, les peuples d'abord. Merci bien de m'avoir posé cette question parce que beaucoup de gens qui n'ont pas d'argument, quand ils viennent dans vos plateaux, devant vos micros, on a l'UDPS sachant que c'est les changements, mais ils confondent les changements et une vie normative des institutions. Et je ne sais pas de quoi il faut allusion. Mais, très cher Guélor, nous sommes à 3 mois depuis que Mme Judith Soumino a pris la tête de ce gouvernement. Il y a la stabilité de la cadre macroéconomique, la maîtrise de taux de change jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça ne bouge pas. Et ça va encore régresser. Et qui ne le sait pas, nous sommes en pleine campagne agricole, au moment où je vous parle ici. Les tracteurs que vous avez vu vous mettre en symbole sur l'échangeur là, le ministre de l'Agriculture n'a pas amené ça dans son champ ou dans sa chambre. Au moment où nous parlons avec vous, c'est sur le terrain. Le Bukangolonzo est en train d'être sarclé. Partout où nous avons nos terres arables. Donc, nous sommes en pleine campagne agricole. Comme vous le savez, quand vous semez aujourd'hui, ce n'est pas demain que vous allez récolter. Il faut attendre 3, 4 mois, etc. pour avoir des things. Mais en attendant cette campagne agricole, l'État, le gouvernement est en train de subventionner les projets du service national, dont M. Kasson Kabouy, qui vous dit, dans leurs prévisions, d'ici là, ils ont à 10 000 tonnes pour faire nourrir tous les Congolais partout où ils sont. Donc, en attendant cela, vous avez vu que nous avons, pour la première fois, parce qu'un pays qui ne produit pas, c'est un pays qui ne peut jamais avoir la capacité d'autosuffisance alimentaire. Mais vous avez vu cette fois-ci dans les prévisions budgétaires, nous avons rehaussé le pourcentage en agriculture, qui est maintenant de 21%. Vous avez vu dans la mobilisation des recettes, avec la discipline financière que nous avons mis, en tout cas, il y a une prévision budgétaire de 18 milliards, 8 là. Donc, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui est en train de faire ses prouesses. Aujourd'hui, la rocade va finir d'ici là. Et vous allez voir que nous sommes en train de vouloir soulager tant soit peu les embouteillages de Kinshasa pour permettre nos compatriotes de Mboudi. Ils peuvent prendre leur moto ou leur véhicule directement. Ils sont déjà à l'aéroport de Ndélé. Et nous-mêmes qui parlons avec vous ici, d'ici là, les transports fluviaux par rapport à des canaux qui ont été déjà commandés, nous allons faciliter tout cela. Vous êtes en train de voir toutes ces dispositions-là.
On prend des circulent presque dispositions. plus. On Merci prend des beaucoup d'être dispositions. venu. Vous allez voir effectivement que les fonctionnaires qui touchent, parce que vous ne quitter. pouvez pas parler du pouvoir d'achat si le salaire n'est pas payé à temps auprès des fonctionnaires. Il n'y a aucun fonctionnaire congolais qui touche son argent au-delà du 30. Tout le monde déjà, dès qu'il est 25, chacun a son argent. Chacun a déjà ses prévisions par rapport à cela. Merci Donc beaucoup, c'est-à-dire Edouard. que nous répondons aux besoins populaires en tant qu'IDPS avec notre projet de société Les Peuples d'abord. Comme vous le savez, les enfants sont en train d'étudier au moment où nous sommes en train de faire avec vous cette émission. Les mamans qui sont allées la nuit pour mettre au monde, en tout cas, sont allées et puis ils ont enfanté gratuitement. L'État est en train de prendre tout en charge. Donc ça vous dit que nous sommes un gouvernement qui a un bilan largement positif et le peuple en a témoin. Voilà pourquoi le peuple est derrière l'IDPS pour qu'il change cette histoire. Et si le peuple trouve que, ok, bon, Félix est en train de répondre à nos besoins, etc., c'est le peuple qui va en décider, mon très cher Guélor. Si on change la constitution, Félix va se représenter encore. Mais si le peuple en décide que bon, nous allons lui renouveler le mandat. Si le peuple en décide que nous allons lui renouveler le mandat, il n'y a pas une fatalité, mon très cher Guélor. Merci beaucoup. Au Cameroun, nous avons la constitution, au Congo, Brazzaville et partout là. Donc, c'est le peuple qui va décider. Mais à la où vont les choses, le peuple est déterminé pour que Félix contienne d'abord Kagame et que la confiance peut lui être renouvelée. Et en 6 ans ici, qu'est-ce qu'il a fait les Kagame? Mais en 6 ans ici, nous l'avons peiné, nous l'avons fait souffrir parce que nous parlons avec vous, ils sont en train de souffrir économiquement. Ça fait près de 3 ans que vous en train de voir qu'ils ont... Et puis, Kagame exploite illégalement. Vous avez vu, ce n'est pas Kagame, c'est la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique et autres, les mercenaires, mais qui passent par Rwanda pour trouver tout simplement ces taxes et ces impôts. Donc tout cela, nous l'avons mis à genoux, ce qui n'était pas fait d'autres fois. Aujourd'hui, Félix est en train de faire pleurnicher Kagame, voyez-vous, voilà pourquoi il a mis toute sa délégation pour négocier afin que la paix revienne rapidement. Dès un jour pour jour, n'arrive pas à arriver à Goma, c'est parce que nous sommes en train de les contenir là-bas. Merci, merci beaucoup, M. Edouard Kaboy. Je rappelle que vous êtes IDPS. C'était prévu que vous soyez avec Patrick Sahel, qui malheureusement n'est pas venu. Il nous avait dit qu'il était dans des embouteillages. Oui, non, on ne sait pas trop. Mais toujours est-il que merci à vous d'être là. Merci pour la disponibilité. Merci. On peut vous retrouver prochainement. Encore une fois, merci parce qu'à chaque fois que vous lance l'invitation, je ne cesserai de le dire, vous vous disponibilisez pour nous et c'est un honneur. C'est un honneur pour nous. Je voulais parler de cette marque et des considérations. Alors, c'est la fin de cette émission. On va vous retrouver le lundi. Ça sera pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18 h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. Demain encore, vous allez nous retrouver. Ça sera à 10 h, donc la rediffusion de ce même numéro. Et comme j'ai dit il y a peu, le nouveau numéro, c'est plutôt pour le lundi. Merci à Gires, qui était du côté... qui était derrière toutes les 3 caméras ici devant nous. Merci à Mbel, merci à Tonton Ebongo, merci également à Pafil Mankanda qui était du côté de la régie finale. Encore une fois de plus, Monsieur Edouard, merci d'être des nôtres. Merci bien, mon cher Goleur, on est ensemble. Avec plaisir. Allez, merci et à la prochaine.